On assiste depuis quelques années à une popularité grimpante de la Russie et particulièrement de son président Vladimir Poutine en Afrique. Certaines jurent même que par lui au point de s'accrocher désespérément au mythe de la Russie messianique. Seulement, certaines réalités laissent perplexe. La Russie est-elle véritablement ce partenaire irréprochable que l'Afrique espère? Jusqu'à quel point la Russie s'engage-t-elle dans le développement de l'Afrique en termes d'investissement? Le sujet sera décortiqué dans quelques instants avec nos consultants sur ce plateau. Jean-Richard Nguesson, analyste politique et journaliste, David Bedia, également journaliste et promoteur de Canal Ivoire Info, et en face de nos deux confrères, Jean-Marc Kwame, expert en politique publique. Bonsoir à vous. Ouais, bonsoir. Et merci encore d'être là, de répondre toujours présent à nos invitations pour permettre donc de décortiquer l'actualité. Alors tout d'abord, comme nous le faisons désormais, nous allons interroger nos populations. Qu'est-ce qu'elles pensent justement de l'implication de la Russie en Afrique? C'est parti pour le micro-trottoir. Quelqu'un qui vient d'arriver, il faut qu'il pose des actes d'abord, les bonnes actions, qu'on puisse maintenant savoir en réalité, en tout cas, c'est quelqu'un qui est de nos côtés, qui vient nous enlever dans nos différents problèmes. Moi, je pense que les Occidentaux, que ce soit les Russes, c'est des gens, c'est les mêmes blancs là. C'est les mêmes blancs là. Je pense que la Russie peut effectivement aider l'Afrique à se développer parce que eux, ils ne viennent pas profiter des Africains, mais plutôt leur politique est de faire 50%, 50%. Donc, leur politique peut nous aider, nous les Africains, à nous développer. Voilà donc ce que pensent les Ivoiriens, même si on n'a eu que quelques avis sur le partenariat entre la Russie et l'Afrique, en tout cas le partenariat renouvelé, puisqu'il faut préciser que ça fait quand même des décennies, depuis la période pré-indépendance, que la Russie tente une pénétration sur le continent. Alors Jean-Marc Kwame, vous qui êtes vraiment imbriqué dans le sujet, faisons d'abord le point des échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique, notamment depuis le sommet de Sochi en 2019, qui a marqué justement un tournant dans la relance ou dans la redynamisation des relations russo-africaines. Ok, merci Raymond. Déjà, je voulais dire, la Russie a toujours été présente et elle a utilisé maintenant un certain nombre de désaveux idéologiques, politiques, de certaines puissances qui étaient bien ancrées sur notre territoire, le territoire africain, pour se présenter comme un nouvel allié, allié politique, allié sécuritaire, allié économique même. Donc, de ces échanges qui se concentraient bien avant au nord de l'Afrique, avec l'Égypte, l'Algérie et autres, qui étaient ses principaux partenaires commerciaux, la Russie a essayé de diversifier on va dire, son influence sur tout le continent africain. Je veux dire par cela, ce que j'assiste et l'analyse que je fais déjà, c'est qu'on est en train de revenir à nos deux blocs de la période guerre froide. Le bloc occidental et le bloc soviétique. En l'occurrence, quand nous prenons le bloc soviétique, nous avons la Chine qui agit comme le partenaire économique, qui investit économiquement, et la Russie qui investit militairement. Mais c'est un investissement militaire qui prend souvent forme avec des investissements économiques, mais qui sont relativement faibles. Parce que quand nous prenons l'ensemble des échanges et les investissements que la Russie a réalisés sur les pays africains, on a autour de 15 milliards de dollars. Pardon, justement, et depuis 2019, on parle d'une revalorisation des échanges à hauteur de 43,5% du commerce entre la Russie et l'Afrique, seulement très fortement déséquilibré en faveur de la Russie, qui exporte beaucoup plus vers l'Afrique que l'inverse. Surtout, ils exportent beaucoup plus l'Afrique, surtout des céréales, parce que quand vous prenez le rapport des céréales essentiellement destinées aux pays d'Afrique du Nord, mais essentiellement des armes. Et des céréales peut-être pillées en Ukraine, dans le Donbass. Ok, très bien. Alors, David Bedia, parlons justement de nos relations avec
la Russie, on observe un regain d'intérêt. Pendant une période, donc depuis la période d'avant l'indépendance, l'URSS, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, avait pris pied en Afrique dans ce qu'on appelait l'ère de la décolonisation, dont elle a été un acteur majeur, tant en Afrique qu'en Amérique latine, et même dans certains pays d'Asie du Sud. Et aujourd'hui, et depuis la fin de la guerre froide, donc on parle de 1990, avec l'effondrement du mur de Berlin, avec l'unipolarisation, il y a eu un désengagement jusqu'à récemment où les failles de la France ont permis ou ont ouvert le champ à un retour en force de la Russie. Alors, selon vous, ce regain d'intérêt, qu'est-ce qui peut le motiver? D'abord, avant de répondre à la question, je voulais que, en tant que modérateur, tu fasses un peu attention dans les termes que tu utilises, comme piller des ressources en Ukraine. Fais beaucoup attention, tu dois être beaucoup. Il y a eu la guerre en Ukraine en 2022 et le Donbass a été pillé. Je pense pas. Peut-être quelqu'un d'entre nous. Il y a eu blocus sur le céréal ukrainien. Mais c'est un fait. Voilà, je veux dire que voilà, nous l'Afrique, quand je dis nous, je vais parler de l'Afrique, nous sommes, c'est vrai, le berceau de l'humanité, c'est ce qu'on dit, mais je veux dire, au niveau du développement, c'est dernièrement que nous avons été indépendants. Là où des pays célèbrent des indépendances de 200 ans, nous, c'est maintenant, on fait 40 ans d'indépendance. Et donc, c'est un territoire qui attire tout le monde. Tout le monde veut venir investir. Et quand on dit qu'on est indépendant, je pense que c'est normal que ça puisse attirer les personnes qui pensent avoir quelque chose à apporter à ce continent. Et donc, dans ce sens, déjà, on sait que la Russie est le seul pays, la seule grande puissance qui n'a pas de colonie en Afrique. Ça, il faut le reconnaître. Ils n'ont pas de colonie en Afrique, donc ils ne sont pas responsables des tares de la colonisation qu'on pourrait peut-être déplorer. Voilà, il y a cet aspect. Maintenant, c'est les pays qui nous ont colonisés, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, tous ces pays-là qui sont nos anciens colons, sont là, ils ont une hégémonie, ils ont une présence et l'expert est là, il pourra peut-être confirmer ce que je suis en train de dire, mais souvent même dans les échanges internationaux, il faut forcément passer par ces personnes-là pour pouvoir échanger même avec nous. C'est là où on parle de la souveraineté que nous n'avons pas. C'est pourquoi on déplore le fait que ces pays-là nous ont pratiquement embrigadés. Donc aujourd'hui, je peux dire à la faveur de l'avènement de Poutine, et je pense que la Russie est en train de revenir en Afrique. Il a dit, il y a longtemps, ils sont là, mais c'était un peu plus calme qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on les sent beaucoup plus. Et il ne faut pas oublier, il a parlé de la guerre froide, mais il y a quelque chose que nous oublions. Les causes africaines de cette guerre froide, on n'en parle pas. La Côte d'Ivoire, l'Afrique a pris part à cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce que nous avons tiré comme avantage de cette là, vous parlez guerre. de la guerre froide ou de la Seconde Guerre mondiale? Non, la guerre froide part de la Seconde Guerre mondiale. Oui. C'est-à-dire les résolutions, parce que la Russie était dans le bloc avec les États-Unis, la France et tout ça. C'est eux les vainqueurs de cette guerre. Je pense que c'est dans le partage du butin que cette guerre froide est née. On ne dit pas véritablement les causes africaines, mais un jour j'ai échangé avec un professeur à l'université qui m'a dit ceci, il m'a dit, oui, je lui ai posé la question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la guerre froide a une cause africaine? Est-ce que le fait d'avoir été lésés, nos soldats, nos parents qui sont allés combattre, qui ont été lésés, aujourd'hui certains sont morts, c'est dernièrement qu'on veut maintenant essayer de réhabiliter certaines choses, pendant que d'autres sont morts, qu'on veut les réhabiliter, je ne sais pas comment. Et sans oublier aussi que des gens ont perdu leur vie, des gens ont été mutilés dans tout ceci. Oui, pour revenir à la question. Donc en réalité, il y a longtemps que la Russie a pris position pour l'Afrique qui a été lésée dans cette affaire. Aujourd'hui, ils ont eu le temps. Peut-être ils ont pris le temps et ils pensent que le moment il est favorable pour permettre à l'Afrique
de pouvoir sortir de cette hégémonie. Très bien, on vous aura Parce que, compris. Jean-Richard Nguessan, la Russie en Afrique, volonté de contribution à l'émancipation de l'Afrique ou affirmation vorace d'un appétit mal contenu pendant des décennies? Il faut dire que la présence de la Russie en Afrique présente plusieurs visages. Déjà, avant les indépendances, on sait plus ou moins que la Russie a beaucoup soutenu des mouvements d'indépendance, non seulement en Afrique du Sud, au Zimbabwe, dans certains pays. La Russie a contribué fortement à l'indépendance de certains pays. Même en 1960, on se souvient que l'Union soviétique avait, à l'Assemblée générale des Nations unies, présenté un projet pour la libéralisation, qu'est-ce que je vais dire, la liberté de certains pays, les dépendances de certaines nations africaines. Et même le retour des esclaves. Mais aujourd'hui, le retour de la Russie présente un autre visage. Moi, je pense pour ma part que ce retour fragilise un tout petit peu la démocratie. Parce que la Russie soutient très souvent des régimes putschistes. Là où l'Union africaine, la CEDEAO ou les Occidentaux mettent leur veto pour condamner tout de go des régimes putschistes, il nous est donné de voir le régime du Kremlin qui, à la limite, applaudit ces régimes militaires. On l'a vu avec le Niger, on le voit avec le Burkina Faso, on l'a vu aussi avec le Mali, avec la présence notamment de Wagner. Et cette présence-là, je pense, n'est pas forcément pour aider économiquement ces différentes nations. Il y a cette volonté de la Russie de s'affirmer aujourd'hui. Eu égard à tout ce qui se passe dans le monde, le positionnement de deux blocs aujourd'hui, la Russie a cette volonté de s'affirmer, de s'afficher en Afrique. Si il y a 40 ans, il y a 60 ans, la Russie avait aidé des États africains à avoir leur indépendance, avait contribué à l'indépendance ou à soutenir l'ANC, à soutenir certains pays par rapport à le Mozambique, l'Angola, en Angola. Mais aujourd'hui, ce qui nous est donné de voir, c'est fort dommage, mais la Russie, pour ma part, fragilise la démocratie africaine. Est-ce qu'il faut prêter foi justement à cette offensive russe quand on regarde un peu le passé colonialiste de la Russie dans le Caucase? Dans le Caucase, en Europe de l'Est, jusqu'aujourd'hui en train de piétiner la souveraineté de l'Ukraine, indépendant depuis 1991, selon des accords bien déterminés. Une guerre d'invasion d'Ukraine, on réclame comme condition de fin de la guerre, comment est-ce que je vais le dire, l'annexion de l'Est de l'Ukraine, pourtant dont le territoire a été reconnu officiellement. Quand on regarde cela, est-ce que cette Russie-là peut faire rêver à l'Afrique d'une indépendance économique telle que beaucoup le souhaitent parmi nos élites? Merci Raymond. Je crois que c'était M. David qui avait présenté, qui avait dit nous sommes des pays indépendants et qu'il fallait, je paraphrase, qu'il fallait diversifier, souverain, voilà, s'ouvrir. Et moi je suis d'accord avec lui, il faut s'ouvrir. Il faut un tant soit peu que le peuple africain se libère de cette mentalité de l'allié messianique, si je peux m'exprimer comme ça. Il faudrait que nous-mêmes, on puisse nous prendre en main. Et ça, c'est mon cheval de bataille. Les pays ont des intérêts. Les pays n'ont pas d'amis. Les pays ont des intérêts. Et pourtant, c'est ce qui circule dans Coupe Estime. La Russie, il avait sauvé la Russie. Non, les pays ont des intérêts. Et il est temps, maintenant, quand nous prenons l'Afrique, qui est une forte population jeune, une population cultivée, une population ouverte vers le monde, d'aller regarder ce qui se passe de bien, ce qui se passe mal, et puis de venir, et nous, on va être accompagnés par tous les pays qui veulent nous accompagner. Mais il ne faut pas brandir le volet, nous allons laisser l'Occident pour brandir la Russie. La Russie, c'est notre nouvel allié qui va venir, qui va faire... Non, non, c'est pas, là, c'est même pas nécessaire. Quel est le bilan, c'est pas nécessaire. Quel est le bilan de la coopération entre la Russie et ses appendices? Je veux dire, on a connu l'ère de la guerre froide. La Russie avait des appendices un peu partout dans le monde. En Afrique, on avait le Mali,
de Modibo Keïta, on avait la Guinée-Conakry, on avait l'Angola, beaucoup d'autres États Mais qui à cette période-là, même la Russie essayait de pénétrer ces États-là, justement. Non. C'est pas qu'elle les pénétrait, c'est pas qu'elle les avait, elle les avait pénétrés. C'est ça, c'est vrai. C'était des États qui étaient des appendices de la Russie en Afrique. La Guinée-Conakry, en Amérique latine, on a eu Cuba et beaucoup d'autres États. Finalement, quel est le bilan? Le bilan, on se rend compte que, à l'observation, tous ces États ont viré, ont basculé. Permettez-moi de... Il ne faut pas répondre je à la question je conclue. en même temps. Non, permettez-moi de conclure. Chaque fois que vous avez envie de répondre, vous aurez l'occasion de réagir tout à l'heure. On constate que ces États-là n'ont pas véritablement connu les évolutions, sont à la traîne par rapport aux autres États qui ont suivi, même la Russie elle-même qui a basculé vers le modèle occidental à travers, je crois, la perestroïka, à un certain moment parce qu'elle ne pouvait plus se maintenir dans son système. Est-ce que finalement, cette Russie-là peut être un partenaire fiable et viable pour nous? Je sens que David Bédé a envie de réagir. Il bouillonne. Non, en fait, je salue Jean-Marc quand il a dit que les États n'ont pas d'amis, mais ils ont des intérêts. Ça, c'est connu. Et si quelqu'un ne le sait pas, c'est qu'il se trompe. Voilà. Ce que je dis, nous avons essayé plus de 40 ans avec l'Occident. Nous avons le bilan. Tout à l'heure, tu demandes le bilan de la Russie, de la gestion de la Russie. Mais est-ce qu'on peut faire le bilan de la gestion, de la coopération avec l'Occident, notre coopération pro-Occident? Est-ce qu'on peut la faire? Si on la fait, et si aujourd'hui vous voyez que les gens demandent de changer, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits quelque part. Mais en même temps, les Africains, les panafricanistes savent très bien qu'ils ne quittent pas un maître. Parce qu'ici, nous sommes dans une relation de maître et l'esclave. Il faut le reconnaître. Dans la relation de la coopération avec l'Occident, c'est la relation du maître et de l'esclave. C'est pourquoi c'est ce qui peut permettre à quelqu'un de prendre son avion et puis bombarder et puis on l'acclame. C'est comme ça. Bombarder un État souverain. La Côte d'Ivoire, Ce n'est même pas le Laurent Gbagbo seulement. Mais qui est-ce qui a la Libye qui a été bombardée. Il y a beaucoup d'actions comme ça. Donc, Monsieur Bédia, excusez-moi. Où est-ce que la Russie était quand Muammar Kadhafi était en train d'être tué? Mais justement... Quel était le mot de la Russie? Moi, je ne sais pas. Quel était le mot de la Russie quand Laurent Gbagbo était en train d'être attaqué? Encore que Laurent Gbagbo, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Je rappelle juste que l'ambassade russe est non loin de la résidence bombardée de Laurent Gbagbo. Quelle était l'action des Russes? Je rappelle encore que les Russes ont des intérêts. Non, c'est pourquoi je dis que les États ont des intérêts. Donc on est d'accord avec moi. Je veux juste voilà, on est d'accord avec moi. Vous avez pris un exemple, vous avez dit que pendant un certain temps, des pays qui se considèrent comme des maîtres ont bombardé d'autres pays qui étaient esclaves. Mais justement, nous sommes... Et celui que nous sommes en train de présenter comme aujourd'hui le meilleur, ou qu'on n'a pas encore essayé, il s'est tué pendant ce temps. Donc, c'est d'une certaine façon, on observe ce qui se passe en Ukraine également. Il y a certainement des... Il doit avoir, je ne sais pas, mais il doit avoir des accords secrets. D'accord. Il doit avoir des accords secrets dont ils sont au courant et certainement qu'ils ne pouvaient pas réagir là. Voilà ce que je peux dire. Sinon, ce n'est pas normal qu'un État souverain, même si on a une puissance internationale, une puissance mondiale, un État souverain s'élève, il n'y a pas une comme ce qui se passe en Ukraine. Comme ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Ce n'est pas bon. On viole les frontières internationales de l'Ukraine. Avec objectivité, avec beaucoup de foi, je sais d'analyser la présence russe, ce regain de la Russie en Afrique. Et pour aborder dans le même sens que Bédia, il faut dire qu'il y a eu une certaine déception d'un certain nombre d'Africains par rapport à la politique française ou la politique britannique ou encore la politique américaine en Afrique. Il y a eu certainement des frustrations. Et surfant sur ces différentes frustrations, sur le passif qu'il y a avec la colonisation, il y a certains pouvoirs, certains régimes qui se sont installés. Ça, il faut le noter. Et ces régimes-là brandissent, ces régimes populistes brandissent aujourd'hui la Russie comme le sauveur. On l'a vu au Mali. Lorsque Assimi Goïta prend le pouvoir, il chasse tout ce qui est appui militaire, il fait appel à Wagner. Là, on parle de souveraineté.
Il fait appel à Wagner, au Il est Burkina. souverain, il peut décider de Il est de sa volonté d'appeler qui il veut pour Voilà. discuter. Mais après, C'est ça, lorsqu'on la volonté. accuse les Français, on accuse les Américains, les Allemands de ne pas faire l'affaire du Mali et appeler derrière les Russes, je me dis, est-ce que c'est pas le même maillage Voilà, que Surtout en termes de résultats. On répète les mêmes choses. choses. On change juste les acteurs. aujourd'hui, on a une population africaine qui a envie de voir autre chose. On essaie de surfer sur cette dynamique. On présente Poutine comme le Messie, la Russie comme l'État qui va sauver l'Afrique. Mais Il y a une image quand même choquante, Jean-Richard, pour ne pas vous arrêter. Quand à Moscou, on voit un Vladimir Poutine, on voit d'abord un Ibrahim Traoré en train de demander de l'aide alimentaire à un Poutine, qui lui répond, on va vous envoyer quelques graines. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas une infantilisation, sinon pratiquement une forme de mépris pour les Africains à qui on jette quelques graines de blé qu'on a confisquées à l'Ukraine, puisque la Russie a fait même bas sur le blé ukrainien. Voilà, qu'elle s'est appropriée, c'est un fait. Alors on dit aux Africains, non c'est un fait, je poursuis, c'est un fait. Non, c'est un fait, puisque d'ailleurs même la Russie a estimé que ce blé-là allait être redirigé vers les pays africains. Et la promesse avait été faite, je crois, à Macky Sall en son temps, lorsqu'il y a eu une médiation africaine, dans la crise en Ukraine. On va vous redonner le blé ukrainien. Alors, du blé volé, qu'on jette aux Africains du Sahel qui ont fait. Comment est-ce que vous percevez cela? moi, ce que je retiens, Tu as beaucoup développé. la Russie, quoi qu'on dise, est une grande puissance. Quoi qu'on dise. C'est un immense pays, puissance économique, puissance militaire, premier exportateur du pétrole, du gaz naturel, quoi qu'on dise. L'Afrique a beaucoup à apporter à l'Afrique. Mais il faut que la coopération avec les Russes soit une coopération égalitaire et non une coopération qui se voit seulement sur le plan militaire. Parce que c'est ce qu'on observe. La coopération avec le Burkina Faso, la coopération avec le Mali, la coopération hier avec les Centrafricains, c'est plus de coopération militaire. La Russie a une volonté. Avec le Soudan également. Grand producteur d'armes, grand importateur d'armes, et la Russie se doit de vendre son armement. Et la Russie trouve en ces pays-là des partenaires pour écouler ses réserves d'armes. De un, est-ce que économiquement, la Russie peut apporter un développement adéquat et significatif au Burkina Faso, est-ce que la Russie au Mali, investit? au Burkina? Moi là, je me pose des questions. Est-ce qu'elle investit suffisamment dans nos économies? Que j'ai dit. La Russie assure le volet sécurité et militaire et la Chine investit économiquement. C'est le partage qui est fait. Et regardez, c'est ce qui est en train de se faire. La Chine a commencé d'abord l'implantation économique dans tous les pays, implantation économique, achat de dettes de certains pays africains. Et la Russie vient maintenant bien donner l'assurance militaire et autres. N'attendons pas un développement économique de la Russie. La Russie elle-même a ses soucis. N'attendons pas un développement économique de la Russie. Et surtout, faut pas... Et c'est ce que je suis en train de dire. Il faut pas reprendre les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, c'est lesquelles? Les investissements directs étrangers, les aides au développement. Au fait, la scène que vous venez de dire, ça m'écoeure encore. Et quand vous avez... On l'a vu, tous. Limite, ça a choqué beaucoup de personnes. Limite, c'est pas honorant pour l'Afrique. Ah ouais. C'est pas honorant pour l'Afrique. Et cela vient de la part, de la bouche d'un président dit souverainiste. Voilà, qui vient de faire un coup d'État. Donc, il faut revoir notre collaboration. Les Russes veulent venir. On est dans une ère de mondialisation. Ils veulent venir, qu'ils viennent. Ah oui. Mais que certains politiques ou certains panafricanistes arrêtent de brandir le drapeau russe pour dire voici nos nouveaux alliés, voici ceux qui vont nous sortir de là. Non, ils ne vont pas nous sortir de là, ils vont aussi profiter de cela. Parce que vous êtes encore un territoire qui n'est pas encore totalement exploité. Ils veulent venir se mettre là et puis encore mieux avec vous la exploiter. Découverte des matières premières importantes dans le Sahel. Il faut ouvrir les yeux et d'arrêter de se mentir à nous-mêmes Africains. Voilà. Alors, on va terminer avec ça justement. Je vous donne la parole à l'instant. Je vous donne la parole à quand les réveils africains. Voilà, je voulais dire que... Pour terminer. Ce serait vraiment dangereux que les gens pensent que la Russie vient pour nous sauver.
Non, la Russie ne vient pas pour nous sauver. C'est des coopérations. Les armes qui viennent sont payées. Donc, je pense que c'est une coopération. Et aussi, l'économie passe aussi par le volet militaire. Il y a l'influence. Par la sécurité, oui, d'abord. Par la sécurité, s'il y a une sécurité. Payé sous forme de dette. Bien sûr. Les armes sont payées sous forme de dette. D'accord, mais dans tous les cas, ce n'est pas aujourd'hui qu'on s'endette. Il ne faut pas aussi oublier que la France, par exemple, a une base militaire dans beaucoup de pays en Afrique. Et ça aussi, c'est décrié. Il s'est dit même que leurs mouvements sont des mouvements pour exploiter même le sous-sol. Ça c'est des choses. Les États-Unis ont une base militaire en Allemagne ou dans les Philippines. Tout à l'heure, il a parlé les États-Unis ont une base. Permettons-lui de terminer. Qui aurait demandé de la nourriture à Poutine. Pour être honnête, je n'ai pas vu cette vidéo. On n'a pas le film. Voilà, je n'ai pas vu cette vidéo. Franchement, on va la, donc, je on va ne la peux faire pas passer. vraiment répondre à cela. Je te laisse. On va la faire passer prochainement. Malheureusement, on ne l'a pas prévu. On l'aurait fait passer. Comment est-ce que Poutine le rassurait? Il n'y a pas de souci, vous aurez un peu de blé. On va vous l'envoyer. De toute façon, à quand le réveil africain? Parce que là, jusqu'à présent, on ne sait toujours pas sur quelle base Wagner est présente au Mali, dans le Sahel, au Niger et au Burkina Faso. On ne sait toujours pas. On parle beaucoup de pillage des ressources minières et tout ça, comme au Soudan d'ailleurs. Hein, quand on revient sur beaucoup de choses, bon bref, même en Centrafrique, on ne le sait toujours pas. Mais à quand le réveil des Africains? Ça sera certainement sur ça qu'on va conclure. À quand est-ce que l'Africain va cesser de dire « je regarde vers les cieux, d'où me viendra le secours » et qui va commencer à se responsabiliser? En une minute, Jean-Marc Kwame, avant de passer aux autres. Ben moi, j'ai pas un message de désespoir pour l'Africain. Hein. Parce que quand nous regardons les projections démographiques, au niveau mondial, nous avons la population la plus jeune. La population avec le taux d'accès à Internet et autres qui est le plus élevé quand même. Et je pense que nous avons de plus en plus une génération qui est consciente et qui aspire à de nouvelles choses. C'est vrai que souvent, c'est une population c'est une génération qui est embourbée dans des choses qui ne servent à rien, bien évidemment, mais ça va de bonne guerre parce que mieux on occupe les populations de façon malsaine et mieux on peut avoir son esprit de domination. Mais je crois qu'il y a une génération de cadres, de jeunes, une génération qui veut prendre en main son destin. Et je pense que cette génération-là va tirer des autres vers le haut. Et pour dire, on n'a pas besoin encore de personnes qui viennent nous dominer ou qui viennent nous dicter certaines choses, mais on a besoin de personnes qui viennent collaborer. Vous et moi, nous tous là, nous sommes d'accord, nous sommes unanimes. Et beaucoup de personnes qui sont dans leur foyer, qui regardent cette émission, sont unanimes pour dire on n'attend pas de la Russie, de la France, de l'Allemagne, de qui que ce soit, un régime de sauveur. Mais on veut une collaboration équitable où nous allons profiter l'un de l'autre de nos expériences, de notre expertise pour tirer nos pays vers le haut. Très bien. David Bedia. Oui, moi je vais donner ce dernier mot pour dire que l'Afrique est réveillée il y a longtemps. Peut-être que c'est toi qui ne sais pas, mais les Africains sont réveillés et même depuis avant la colonisation, ils étaient déjà réveillés, ils ont su. Parce que dans les premiers instants, quand les Européens sont entrés sur le territoire africain, il y a eu d'abord une collaboration avec les autorités, les chefs coutumiers. Et c'est plus tard qu'ils ont vu que les colons avaient une autre stratégie qui voulait les exproprier de leur territoire. On a vu des résistants, des gens qui ont dit non, les Béanzins, les Babamba, les Samori Touré, qui ont dit non. Seulement, leur péché a été de faire trop confiance à leurs frères. Et ce sont ces frères-là qui les ont amenés à tomber. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Il y a eu les indépendantistes, les Houphouët-Boigny et tout cela qui ont lutté pour l'accession à l'indépendance. Mais ce n'est pas cette indépendance que nous avons aujourd'hui. Ce que les Houphouët-Boigny avaient présenté comme projet d'indépendance, ce n'est pas celui-là qu'on a. Et
quelqu'un l'a dit, que Houphouët-Boigny, je l'ai entendu sur un élément que vous filmez, que vous avez publié tout un jour là, où quelqu'un a dit, mais nous allons accepter, on laisse, mais nos enfants ne pourront pas accepter ce que voilà, nous acceptons aujourd'hui. Donc ça veut dire que le combat continue. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus matures. L'Afrique commence à avoir beaucoup plus d'intellectuels, des gens qui s'asseyent sur des plateaux avec des Européens et qui discutent d'égal à égal. Des gens qui peuvent décortiquer les questions monétaires, les questions économiques avec la France. Des gens qui enseignent. On a des professeurs d'université qui enseignent en Europe. Voici là où on dit l'Afrique est réveillée. Ce n'est pas de faire la bagarre. On va conclure avec Jean-Richard Nguessan. Avec la tête que nous avons réussi. Absolument. Moi, je pense qu'au regard de ce qui vient d'être dit, on ne va pas désespérer de l'Afrique. L'Afrique, par rapport aux projections, est sur une belle lancée. Mais on peut désespérer de la présence russe en Afrique. Certes, la Russie a apporté beaucoup à l'Afrique en termes d'accompagnement, d'appui, d'assistance. Avec l'ANC, comme on l'a dit tantôt, avec les Angolais. En 1960, elle a accompagné tous ces pays qui voulaient avoir leur indépendance. On a vu en 2019, avec le sommet Afrique-Russie, cette volonté pour les Russes de reconquérir l'Afrique. Mais quelques années plus tard, ce qu'on voit avec la Russie n'est pas forcément satisfaisant. L'accompagnement de régimes putschistes, le soutien à des régimes qui sont illégitimes, et cela est fort dommage. Et nous espérons que la Russie va pourquoi pas se reprendre pour accompagner démocratiquement l'Afrique. Parce que comme le disait quelqu'un, l'Afrique n'a pas forcément besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Et la Russie, en soutenant ces régimes, fragilise ces différents pays. Et la Russie, on l'a dit, est également une grande nation, un grand pays, avec des ressources minières, avec des ressources économiques, qui peut accompagner la dynamique économique en Afrique. Et c'est ce qu'on attend de la Russie. Et non pas de venir avec cette nébuleuse obscure qui est Wagner, cette nébuleuse paramilitaire, dont les tentacules, on ne comprend pas bien ce que Wagner fait en Afrique. Mais Wagner est là pour accompagner des régimes putschistes. Et c'est fort dommage. Espérons que la Russie se reprenne et soit un partenaire assez fort pour l'Afrique. Merci Jean-Richard, merci également à vous tous d'avoir été là. Fait de ce numéro de Devoir de vérité, on va se dire au revoir en espérant que vous avez passé un agréable moment avec nous. Au revoir.